Merci beaucoup Nathalie pour cet exposé très informatif. Et le prochain conférencier est Jacques Hayesh. Et alors, je connais bien Jacques, je pense qu'il va être un petit peu, Ghislaine, provoquant. Et proposer éventuellement un nouveau, quelle évolution pour l'évaluation. Il va proposer peut-être un changement de, comment on appelle ça, paradigme. Oui, c'est ça. Bonjour, donc je voudrais remercier les organisateurs, non pas de m'avoir invité, de m'avoir permis d'écouter l'ensemble des présentations qui ont été faites. À titre personnel, je vais donner, j'ai été extrêmement bouleversé par la présentation de Madame Bévière-Boyer. J'ai peut-être un peu de mal à faire ma présentation avec le recul nécessaire, mais chassons le naturel, il va revenir très vite au galop. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous prendre par la main et de vous conduire dans un chemin, faire un cheminement avec moi. Alors ce cheminement, il m'a été demandé par les organisateurs et c'est à partir d'une hypothèse de travail, d'accord, qui est là, qui est les inconduites scientifiques sont les conséquences, c'est l'hypothèse de travail, d'interaction entre un environnement de travail, le milieu dans lequel on vit, et des traits innés et acquis. Je vais reprendre un certain nombre d'expressions qui ont été présentées entre hier et aujourd'hui. Et la plupart des interventions ont été sur comment contrôler les traits de personnalité, soit innés, soit acquis, et qu'à partir du moment où une personnalité passe la ligne rouge, quel est le type de sanction en fonction d'une typologie, donc on est dans une démarche très légaliste, et quelle est la formation associée qu'on peut avoir ou qu'on peut donner pour corriger ce passage de la ligne rouge. Dans l'exposé aujourd'hui, que je vais faire, je vais essayer à l'inverse de regarder l'environnement de travail et de me dire, ou d'essayer de réfléchir, de vous sensibiliser au fait, c'est comment changer cet environnement de travail pour que, quelle que soit la faiblesse des personnalités et le fait que l'on soit humain et plutôt homo sapiens que néandertalien, comment faire en sorte qu'on fasse évoluer cet environnement de travail pour diminuer les inconduites scientifiques. Donc la mission que j'ai malheureusement acceptée des organisateurs du colloque, c'était comment faire évoluer, entre autres, l'évaluation, qui est un des points importants dans la sculpture de notre environnement de travail, pour développer une recherche honnête et qui induirait une diminution des inconduites, qui serait qui nous ferait rentrer dans une sorte de cercle vertueux au lieu d'être d'une certaine manière dans un cercle vicieux. Donc pour faire ça, le ressenti que j'ai eu quand j'ai accepté cette mission, c'est ça. Je me suis senti un peu comme le chien qui sait qu'il doit aller chercher l'os. Il y a un mur et je ne sais pas comment traverser le mur. Je sais me cogner contre le mur, mais je ne sais pas. Et je me dis il y a tout un tas d'interventions qu'on a eues, Ce sont des gens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus à même et qui ont beaucoup plus travaillé. Et que si je reste sur cette démarche-là, qui est me poser une question dans le domaine de l'évaluation, c'est-à-dire comment changer le paradigme de l'évaluation, j'arriverai à pas grand-chose. Donc face à la question et au besoin non satisfait qui est de faire évaluer l'évaluation, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc ma stratégie, ça a été de faire un pas de côté et de deux manières éventuellement. La manière la plus classique, et c'est celle que j'utiliserai le plus dans l'exposé, c'est de faire une métaphore, c'est-à-dire de traduire la question dans un domaine où je suis beaucoup plus à l'aise, la biologie. Une fois que la question est traduite, d'essayer d'avoir une réponse et de revenir dans le domaine. Alors c'est effectivement ce que j'essaie aussi d'enseigner à mes étudiants en leur disant qu'en faisant ça, ils seront plus créatifs et plus novateurs.
Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais enfin bon. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de généraliser, c'est-à-dire de transformer la question en une question générique, et ensuite d'avoir une réponse générique et de faire la même chose. L'intérêt, en fait, de la généralisation, c'est de pouvoir agréger des questions qui semblent similaires dans différents domaines et d'avoir un recul plus important par rapport à la question. Donc c'est de trouver une sorte de langage universel par rapport à ça. Donc, prenons le côté métaphore. J'ai considéré que toute forme d'évaluation était une forme de pression de sélection. Et donc, je pouvais traduire la question de l'évaluation en termes de théorie de l'évolution. Et dans ce cas-là, c'est de considérer que, dans le cadre d'évolution, alors il y en a deux types, définissons bien en fait les mots qu'on utilise, et donc je vais vous donner ma définition, qui n'est pas nécessairement la vôtre, mais comme je suis celui qui parle, et que mon côté narcissique fait en sorte que c'est ma définition que vous allez écouter, et sur lequel vous allez être sensibilisé et réfléchir. Donc sur les deux évaluations, j'ai l'évaluation a priori qui est plutôt sur les projets de recherche, ou au tout début de la carrière sur les individus. On va sélectionner un maître de conf, on va sélectionner quelqu'un qui va passer de maître de conférence à prof, on va sélectionner un thésard quand on est directeur de recherche, etc. Donc en fait, dans une évaluation a priori, on fait le pari qu'on a les instruments intellectuels pour définir le futur du programme. Il va donner quelque chose. De l'individu, ça va être un excellent maître de conférence ou un excellent chercheur. Versus une évaluation a posteriori, qui est une évaluation rétrospective, qui est de se dire, est-ce qu'il a été bon ? Est-ce que le chercheur a été bon ? Est-ce que l'équipe a été bonne ? Est-ce que le programme s'est bien déroulé et a donné ce qu'on voulait ? Et effectivement, ce qu'on voulait, ce n'est pas nécessairement que des résultats positifs. D'un point de vue communication, c'est mieux, mais c'est aussi éventuellement des résultats négatifs qui seraient extrêmement importants à pouvoir rendre publics. Donc j'avais représenté ça. En haut, vous voyez, vous avez en fait le comité d'évaluation extrêmement bienveillant. Alors j'ai passé 4 ans en fait à l'HERS comme délégué scientifique. Donc c'est parce que ça me donne une plus grande légitimité. Je pense que tout le monde, on est comme Monsieur Jourdain, on a subi et on a fait subir des évaluations à partir du moment où on est rentré dans l'enseignement supérieur et la recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Et on a donc une diversité de chercheurs, d'équipes, de programmes. Et on va avoir un comité qui va dire c'est bien ou c'est pas bien. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin dans la traduction en termes de théorie de l'évolution. Parce que la question finalement, qui est implicite, c'est est-ce qu'à travers ces évaluations, on sculpte le devenir des enseignants-chercheurs, de la recherche, du système, de l'écosystème qui est l'enseignement supérieur et de la recherche. Et où va-t-on ? Si on le passe en biologie, en termes d'évolution des espèces, de théorie d'évolution, le succès dans le terme de théorie d'évolution des espèces, c'est l'espèce survit ou l'espèce ne survit pas. Et donc, la question sous-jacente que je vais un peu aborder, mais de manière un peu superficielle pour rester sur les inconduites scientifiques, c'est est-ce que les modes d'évaluation qu'on a aujourd'hui vont conduire à la survie des enseignants-chercheurs ou à la disparition de l'espèce ? C'est-à-dire, en tant qu'enseignant-chercheur, est-ce que je suis Néandertal ou est-ce que je suis Homo sapiens ? On a différents niveaux de complexité dans cette évaluation. Oui, je croyais l'avoir enlevé, ça, mais enfin bon. C'est parce que je suis de Strasbourg, donc il y a le Concordat. Enfin, Et donc, on a en fait le chercheur en tant qu'individu, l'équipe et le programme. Et c'est cette interconnexion entre 3 niveaux de complexité qui mettent en fait de la complexité, pas de la complication, mais de la complexité dans l'analyse. Au niveau je fais juste une diversion sur ces niveaux de complexité, parce on en a parlé en fait dans les différentes. La recherche est un objet de travail, enfin est un travail collectif. Donc l'équipe en fait c'est pas simplement une somme d'individus.
Et effectivement, plus on dérive vers un système très individualiste, plus on a la tendance à considérer que l'équipe est simplement une somme d'individus. Si je faisais une analogie très parisienne, c'est l'équipe de foot Paris Saint-Germain comme une somme d'individus. Ça ne marche pas toujours. Il faut qu'il y ait en fait quelque chose de plus. Pour qu'il y ait quelque chose de plus, et c'est les mots que j'ai mis en gras, l'équipe nécessite de la confiance entre ces différents individus, et ça nécessite aussi d'avoir une vision politique au sens noble de ce que l'équipe veut faire. Et à partir de là, les équipes permettent l'émergence de nouveaux champs d'investigation, de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes, comme disait Claude Forest, c'est-à-dire en fait le fait d'aller au-delà de simplement en fait une juxtaposition d'individus. Et cette juxtaposition d'individus et la manière de faire émerger, ça va dépendre en fait de la manière dont l'équipe est gouvernée et des modes de gouvernance en fait de cette équipe-là. Et donc la conclusion sur cette diversion, c'est que le système enseignement supérieur et recherche de manière générale, mais depuis pratiquement la Révolution, ça marche parce qu'il y a en fait une confiance entre les acteurs de ce système, et ce qui permet, et ce qui a été à la base le socle de l'évaluation par les pairs. Je veux bien me faire évaluer par mes pairs si j'ai confiance en eux et si je pense qu'ils sont honnêtes. À partir du moment où je pense qu'ils ne sont pas honnêtes, à partir du moment où je n'ai plus confiance en eux, à ce moment-là, l'évaluation sera extrêmement différente. Donc revenons à ma métaphore. Donc dans cette métaphore-là, tout système d'évaluation va être un système dans lequel j'ai une diversité des objets à évaluer, sur lesquels je mesure un score de fitness, en anglais, d'aptitude. Et à partir de ce score d'aptitude, selon un seuil qui est mis de manière ou d'une autre, je vais trier, sélectionner les individus, programmes, équipes qui passent ce seuil de score d'aptitude. Là, j'ai pris l'exemple alors, quand on fait de la théorie de l'évolution, en fait, on ne sait pas exactement comment le score de fitness a été fait. Donc, c'est là où il y a en fait un champ d'expérience. L'intérêt, en fait, dans cette analogie, dans cette métaphore, c'est que la seule chose que je sais, justement, c'est quel est le score d'aptitude ou de fitness qui est utilisé. Donc, quand l'HCERS ou l'AERS à l'époque fait une évaluation des équipes, il utilisait 6 critères, maintenant 3 critères, mais en fait, c'est les mêmes dont certains ont été agrégés, plus récemment le problème éthique, mais qui sont globalement, et on va retrouver, c'est la notoriété, et c'est souvent la somme de notoriété des individus, c'est la production, c'est la somme des productions des individus, c'est la valorisation au sens comment je transforme en fait de la recherche fondamentale en ressources, en innovation au sens marketing du terme, c'est-à-dire à un produit, à un couple produit-segment du marché. C'est la formation, l'impact de mon équipe ou de mon laboratoire dans la formation. Là, ça peut être à la fois individuel, mais souvent communautaire, à condition que l'équipe pédagogique, si elle existe, fasse partie en fait du laboratoire. C'est la vie du laboratoire, et j'espère que c'est plus communautaire qu'individuel. J'ai toujours essayé de penser qu'un laboratoire n'était pas un simple hôtel, mais c'était un phalanstère. Et c'est la stratégie, et cette stratégie, j'ai toujours espoir aussi, qu'elle se fasse en fait de manière communautaire, que ça soit une vision partagée par l'ensemble des acteurs du laboratoire. Donc, les critères d'évaluation ici, ça me donne en fait une fonction qui est, dans ma métaphore, le score d'aptitude ou de fitness en fait à un système donné. Dans les théories, donc, prenons les théories de l'évolution. Si je fais une métaphore, c'est pas pour le plaisir de faire une métaphore. Si je fais une traduction d'un problème biologique en langage mathématique, c'est pour pouvoir modéliser et pour aller ensuite utiliser cette modélisation pour faire de la prédiction et pour faire éventuellement de la correction. Donc dans les théories de l'évolution, si je veux rester simple, je ne vais pas vous faire un cours sur l'évolution, on a 2 mécanismes. Il faut qu'il y ait un mécanisme de génération de la diversité,
au départ. Et ensuite, il faut qu'il y ait un mécanisme de tri ou de sélection en fonction d'une mesure de l'adaptation au milieu. Donc, si on regarde en fait ces deux mécanismes dans le cadre du système d'enseignement et de recherche, on peut considérer que le mécanisme de génération de la diversité, c'est une des grandes questions qui n'est pas, à mon sens, tranchée encore en biologie, peut être indépendant du contexte ou bien dépendant du contexte. Pour parler simple, c'est Darwin versus Lamarck. Donc à l'époque, et là on voit bien qu'en fait, d'un point de vue culturel, si on est au 19e siècle, le fait, c'est plus dur d'être lamarckiste. Si on est avec l'épigénétique et en 1980 avec Miroslav Radman, c'est plus facile en fait de considérer qu'on peut avoir une diversité qui est influencée et même régulée par le contexte ou l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est en fait de considérer que la diversité est indépendante du contexte? Ça veut dire qu'on génère des tas de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, qui ont des propriétés différentes. Elles sont générées a priori. Donc c'est les crayons. Et arrive un taille-crayon, il va choisir parmi les crayons qui préexistent celui qui colle le plus avec le taille-crayon. Et je veux pas, pour ceux qui ont fait biologie, à qui on a expliqué l'allostérie de Jacques Monod, ceci est une représentation, un schéma de la théorie, donc du papier de 1965 de Jacques Monod sur l'allostérie. Mais on peut avoir l'idée opposée d'une certaine manière, c'est de considérer que la diversité peut être régulée par le contexte. Là, dans la vision darwinienne ou coopérativité de Jacques Monod, j'ai plein de possibilités au départ, et au fur et à mesure que j'avance, j'élimine ces possibilités. Jean-Pierre Changeux, dans L'homme neuronal, qui est en fait l'élève de Jacques Monod, quand il analyse les connexions neuronales, en considérant l'homme neuronal, globalement, l'idée de base, c'est qu'on a plein de possibilités de connexion, mais on va sélectionner, entre guillemets, les meilleures. Et donc, on va diminuer au fur et à mesure ces possibilités. À l'inverse, ce que j'ai essayé de représenter là, on peut imaginer en fait des couples improbables. D'accord ? C'est-à-dire le punk à chien avec la Lolita japonaise gore. Et ils vont former le couple que vous voyez à côté, des braves retraités intellectuels. Et l'idée de base, c'est qu'il y a une grande possibilité d'évolution à l'intérieur de chaque individu, et que donc il y a un ensemble de possibles. Et que ce qui se passe lors de rencontres, c'est d'ouvrir, éventuellement d'éliminer un certain nombre de possibles, mais d'ouvrir de nouveaux champs de possibles. Et ça, en termes de biochimie, c'est la théorie dite induced fit de Kochland. Et on pourrait en fait décrire ce que j'ai mis là sous forme de néo-lamarckisme. En fait, c'est l'idée, parce qu'on n'a pas en fait un consensus ou une théorie très actualisée sur le concept de Lamarck, etc. Mais c'est l'idée simplement que la diversité est aussi générée à travers en fait l'interaction avec le contexte. Alors c'est extrêmement d'importance au niveau d'un laboratoire. Dans le premier cas, ça veut dire que je considère que le chercheur il est bon ou mauvais, mais il ne va pas changer. Ça veut dire comme, alors je vais pouvoir reprendre, je voulais anonymiser, mais un des présidents de la République qui a été cité comme étant en fait une personnalité narcissique avait, lors de sa campagne présidentielle, dit qu'on pouvait détecter les délinquants avant l'âge de 6 ans. D'accord ? Et donc c'est exactement en fait cette pensée-là, c'est le tout génétique. Versus, il y a une forme de résilience qui permet quand même en fait de cheminer, de trouver sa voie et éventuellement de pouvoir réussir dans la vie et pas simplement d'être délinquant parce qu'on a été testé comme délinquant entre 0 et 6 ans. Un projet de recherche dans l'évaluation. Comment se passe cette évaluation ? Donc là, on est sur l'évaluation a priori.
on est surtout sur l'évaluation, celle qu'on subit le plus, c'est l'évaluation, enfin même si on a des évaluations individuelles, c'est une évaluation de programme. Et donc, un programme, c'est quoi pour une équipe, pour un chercheur? C'est un projet parental. C'est un lien affectif extrêmement fort entre ce qu'il va proposer comme projet de recherche pour les 3, 4, 5 prochaines années. Et ce qui existait, moi, quand j'ai signé mon contrat comme fonctionnaire au niveau de la recherche et quand j'ai voulu faire de la recherche, c'est-à-dire pratiquement en 1973, c'est que ce qu'on m'avait promis, c'est la recherche, c'est comme entrer dans une pâtisserie, tu rentres, tu manges ce que tu veux et tu payes rien. C'était la version bêta des logiciels de Microsoft. Bon. Aujourd'hui, il y a 2 équipes. Elles sont à 2 endroits du laboratoire. Premier étage, deuxième étage. Elles proposent un projet, donc un projet parental. Et il y a une commission qui va dire... Donc vous voyez la différence, vous voyez qu'est-ce qu'un bon projet, un mauvais projet. Vous pouvez déjà prévoir la réaction de l'ANR. Vous voyez qu'en haut et en bas, sur les propositions, les projets sont extrêmement différents. Le premier projet, on va lui dire non. Le deuxième projet, on va l'approuver. Vous imaginez que l'équipe à qui on a dit non, premièrement, elle a en fait un grand problème, un grand ressenti d'injustice. Mais il y a un deuxième point qui est en plus... Il y a un deuxième point qui est encore plus fort, là, c'est que le fait de proposer et d'avoir des propositions de recherche, c'est une manière d'augmenter la diversité. Et c'est de faire en sorte que, parce que j'ai une augmentation de la diversité, je vais pouvoir effectivement avoir, en gros, une théorie de l'évolution qui fonctionne. En diminuant totalement la diversité, et c'est probablement ce qui s'est passé avec les Néandertaliens, si à un niveau donné, ma diversité est trop faible, à ce moment-là, j'envoie en fait l'espèce dans le mur. Et donc j'envoie en fait, pourquoi? Parce que je diminue l'innovation et je fais en sorte que tous les programmes sont mesurés par rapport à l'écart d'une norme, pas simplement le programme, parce que j'ai fait exprès d'avoir 2 programmes similaires, mais ça sélectionne aussi le type d'équipe. Entre ceux qui sont en fait des plus savants fous, un peu rebelles, par rapport en fait à des équipes un peu bien normalisées, avec au milieu, comme vous voyez, celui qui est grand, qui a une voix charmeuse, qui est un peu gourou et qui est entouré de jeunes filles. Donc les mécanismes de création des diversités, et je laisse un peu ça à votre idée aussi, c'est de pouvoir garantir une liberté de recherche. Et en ce sens, vous comprenez bien que je suis un grand défenseur du statut de la fonction publique, parce que je n'ai pas, théoriquement, parce que je suis fonctionnaire, de conflit d'intérêt ou de lien d'intérêt avec quiconque. Mon seul lien d'intérêt, c'est le fonctionnement du service public. Donc d'un droit d'accès à l'éducation en tant qu'enseignant-chercheur, etc. Et le but aussi, c'est de garder une diversité des équipes et des programmes. Et ça, c'est possible si j'ai un budget minimum récurrent. Si effectivement, je n'ai que tout sur projet, je bloque en fait ce système-là. Ce qu'on sait en termes d'évolution, il y a eu 2 Darwin qu'on enseigne partout. À partir des années 68, Kimura a publié ce qu'on appelle la théorie neutraliste. Pour faire simple, les 2 idées, c'est au cours de l'évolution, est-ce qu'on a eu des pressions de sélection très fortes ou des pressions de sélection très faibles, dans lesquelles la plupart en fait, des mutations ont été acceptées et ont pu en fait, se développer. Je crois, mais je ne suis pas trop le seul, je pense qu'en fait, les espèces qui ont survécu, en particulier la nôtre, c'est parce qu'on a subi des pressions de sélection relativement faibles. Une pression de sélection forte conduit à une uniformisation encore plus de la diversité et des espèces.
Donc, qu'est-ce qu'est l'évaluation a posteriori aujourd'hui, ou ce que j'ai traduit? L'évaluation aujourd'hui, c'est des évaluations fortes qui considèrent en fait que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, sont prédestinés, indépendamment du contexte, c'est-à-dire sont bons ou mauvais. Donc, à partir de ça, quand on a ce type de pression, j'ai 2 diapos, c'est trop tard. Ah bon, d'accord, ok. Non, mais comme je voyais là, comme la statue du commandeur, j'ai eu peur là. Mais j'ai fait lire en fait le livre de Bruno Le Maire à tous mes camarades, je veux dire, de travail. Ils se sont tous reconnus dans le livre, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas que des médecins. Non, il ne faut pas en fait se stigmatiser soi-même. Presque tous les chercheurs et enseignants-chercheurs, à partir du moment où ils sont directeurs de laboratoire, en responsabilité d'un master, directeurs de thèse, sont narcissiques. Le problème après, bon, je reviendrai. Donc, à partir du moment où vous avez une pression de sélection forte, on peut imaginer que comme chacun d'entre nous, à part les quelques-uns qui sont un peu masochistes, etc., on va essayer de contourner cette pression de sélection. Et donc, la thèse ici, en fait, de la sensibilité, c'est que la plupart des mécanismes de contournement de pression de sélection expliquent en grande partie les inconduites scientifiques. Alors, ça demande une personnalité, mais plus la pression est forte, plus la personnalité n'a pas besoin d'être extrêmement forte pour rentrer dans l'inconduite scientifique. Et en faisant ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que je prends les différentes pressions fortes. C'était publish or perish. Donc tout ce qui a été raconté, je vais essayer de le synthétiser en 3 grandes. Il faut publier énormément, de préférence un papier par semaine, sinon plus. Donc c'est d'industrialiser en fait la publication du papier. À ce moment-là, face à cette pression, je vais utiliser toutes les formes possibles du plagiat pour augmenter ma productivité de production de papier. On peut même, en fait, éventuellement utiliser... Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Il y en a certaines qui ont été décrites, je ne sais pas si c'est ce matin. On peut effectivement faire en sorte d'écrire le papier à l'avance et simplement de coller... Voilà, d'accord. Et ça existe. Je ne vous donnerai aucun nom. Ça commence par B et ça finit par E. Qui, en fait, ont installé dans le laboratoire la possibilité d'avoir un système de taylorisation de publication de papier permettant d'augmenter. Il n'y a pas d'inconduite scientifique, il y a simplement une optimisation dans cette industrialisation de publication. Il y a l'émiettement des publications, il y a acheter des signatures dans un article, etc. Ça veut dire qu'effectivement, face à une pression de sélection, j'essaie de la contourner. Face au refus de mon programme à l'ANR, je ressens une injustice. Et ça va me conduire humainement à faire moi-même une injustice pour réparer cette injustice-là. Donc ça veut dire, faire une injustice, c'est je vais faire toutes les formes de modification de mes données pour qu'elles soient sexy. Je vais faire du spin science, c'est-à-dire je vais embellir mes données. Et finalement, l'évaluation par les pairs, à partir du moment où je m'aperçois que cette évaluation est importante, je vais la noyauter. Donc je vais mettre en place un système de construction de communautés scientifiques exactement sur la même base qu'existent les communautés sur Facebook, non pas pour harceler la tête de turc qui est dans la classe, mais pour harceler les scientifiques qui ne font pas partie de mon camp ou de mon club. Donc je pense qu'il y a 4 questions à se poser quand on veut faire progresser une évaluation. C'est comment diversifier la population des chercheurs et des enseignants-chercheurs. C'est comment équilibrer le collectif et l'individuel. Actuellement, le curseur est beaucoup trop vers l'individuel. Comment le ramener vers le collectif? Comment garder des temporalités longues? Quand je suis rentré, je me disais que j'allais travailler tout le temps, ce que j'ai essayé à peu près de faire, sur le même sujet, en explorant de manière différente, mais sans avoir en fait une pression. C'est-à-dire que pour moi, le métier de chercheur, c'était d'aller dans la forêt et de se promener et d'avoir un cheminement de promeneur.
Ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est de prendre en fait au mieux une tronçonneuse, au pire un énorme tracteur et de faire de la déforestation. Donc comment garder des temporalités longues et comment protéger l'individu des pressions de sélection trop fortes pour diminuer en fait tous les mécanismes de contournement qui seront humainement mis en place. Je n'ai pas envie en tant qu'individu de mourir et donc en fait je vais tout faire pour ne pas mourir, y compris des choses qui ne sont pas éthiques. Et je conclus en disant que ce serait pas mal d'aller plutôt vers une évolution. On est actuellement dans une évolution du style Darwin mono. Pourquoi ne pas aller vers une évaluation du style Kimura-Lamarck, c'est-à-dire considérer que le chercheur il peut changer ou s'améliorer ou avoir une forme de résilience en fonction du contexte dans lequel on est. C'est plus facile de publier dans les grands journaux quand on est à Pasteur qu'à l'université d'Avignon. Je dis Avignon, j'ai beaucoup d'amitié pour Avignon. Et donc c'est faire confiance aux équipes et à la résilience des chercheurs. Et c'est faire en sorte en plus qu'on soit plutôt dans une pression de sélection la plus faible possible. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas 80% avec des taux de sélection à 8%, on n'élimine pas 80 à 70% de la communauté scientifique. Et donc j'avais terminé en donnant un certain nombre de nouveaux critères à implémenter pour l'HCERS. Je peux en faire une pétition et faire en sorte qu'on l'envoie directement à Michel Cosnard pour lui proposer. Donc ces différents critères, j'en avais mis 4. C'est la capacité à gérer la diversité dans une université, dans une équipe, donc dans les principes de gouvernance. Remplacer plutôt tous les indicateurs individuels, en particulier de notoriété, etc., par des indicateurs collectifs. Analyser les capacités de l'équipe et à favoriser l'épanouissement des individus et à faciliter leur mobilité vers un autre contexte si le contexte de l'équipe ne va pas, mais pas sous forme de sanctions, sous forme en fait d'une orientation positive. Et analyser la stratégie d'équipe, non pas simplement dans le cadre d'un projet scientifique, mais dans aussi la manière de faire ce projet scientifique, pas simplement sur des problèmes totalement techniques, mais sur des problèmes aussi, enfin sur des questionnements qui sont les questionnements de synergie entre individus, entre équipes et à l'interface en termes de multidisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité. Et j'ai fini en disant que c'est probablement le moment d'ouvrir le débat.